Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, voici les titres. Les rotations d'Air Calédonie ont repris aujourd'hui à 13 h. L'aviation civile prévoit le renforcement des mesures de sécurité. Dans notre feuilleton consacré à l'eau du robinet, les habitants de Tiwaka à Pointe-Dimier s'insurgent contre les coupures à répétition. De leur côté, les agriculteurs de Pointe-Bout attendent avec impatience la construction d'un barrage. Ce dimanche, sur le sol français, le champion calédonien de saut en longueur, Frédéric Hérin, tentera de décrocher son ticket pour les Jeux Olympiques de Rio. Et donc les vols d'Air Calédonie ont repris, je vous le disais en titre, aujourd'hui à 13 h. Une matinée de discussion a suffi pour relancer les rotations. Suite à une série de défaillances au niveau des contrôleurs aériens, la compagnie avait décidé de suspendre ses vols. Aujourd'hui, l'aviation civile s'engage auprès de la compagnie aérienne locale à mettre en œuvre d'autres mesures de sécurité. On écoute Samuel Nepeoun, PDG d'Air Calédonie. Ce matin, suite aux différents échanges que l'on a eus, la direction de l'aviation civile, devant le gouvernement, devant les services de l'État, s'est engagée à faire en sorte que toutes les mesures, pour certaines ont déjà été prises, mais que d'autres mesures soient prises pour que les conditions de sécurité soient absolument rétablies sur les plateformes. Alors, qu'est-ce qui a conduit à ce qu'on suspende les vols? C'est non seulement un événement, on va dire, délicat, grave qui s'est produit, mais c'est surtout, nous, ce qui nous inquiétait le plus, c'est la répétitivité. Donc là également, la direction de l'aviation civile s'est engagée à ce que la répétitivité de ces événements ne se reproduise plus. Des propos recueillis par Falay Ouedro et Duke Menango. L'actualité dans le pays, c'est aussi la sortie d'un livre, Politique foncière et dynamique coutumière, c'est le titre de cet ouvrage. Ils l'ont présenté aujourd'hui à Koné. C'est l'aboutissement d'une étude menée depuis 5 ans sur le terrain, notamment en province nord. Selon les auteurs Pierre-Yves Lemeur et Jean-Brice Ehrenschmidt, l'aménagement sur terre coutumière mérite un encadrement global à l'échelle du pays. On écoute l'un des auteurs. La durée de vie d'un projet qui peut être court, il y a aussi de la formation qui se crée, de l'expérience qui est tirée, il y a des gens qui émergent aussi à travers la gestion de différents projets. Donc ça, c'est aussi un aspect qui est souvent négligé en quelque sorte, ou pas bien vu en fait. Alors après, à Ponériouin, c'est plutôt le tourisme où il y a des initiatives intéressantes. Sur Poya, les questions d'élevage restent très présentes. C'est variable selon les lieux. Il y a aussi tous les enjeux de lotissement sur terre coutumière qu'on a essayé un peu d'explorer. Et une des conclusions, c'est vraiment de dire qu'il faut à la fois prendre en compte les dynamiques locales, les initiatives, et il y en a beaucoup plus qu'on le croit sur les terres coutumières en Calédonie, et dans les pays voisins, mais en Calédonie aussi, parce que c'est ça l'objet du projet. Et en même temps, il faut définir un cadre politique qui permettent d'accompagner au mieux ces initiatives locales, c'est-à-dire prendre en compte la diversité locale et en même temps avoir un cadre, une vraie réflexion politique qui intègre le foncier coutumier dans une vue d'ensemble, coutumier, terre privée et domaine d'une part, et puis je pense qu'à terme aussi la question c'est de réfléchir à une politique à l'échelon pays. Des propos recueillis par Milk Atoua et dans notre feuilleton consacré à l'eau. Ce soir, rencontre avec Luc de la tribu de Tiwaka, Pointe-Dimier. Chez lui, les coupures d'eau sont récurrentes. Aurélie Chiran et Vanessa Kédé. Vous faites directement un versement sur le compte du trésor. Vous avez l'argent avec vous? Oui. Oui, vous mettez ici le montant. Vous mettez les références qui sont ici, là. Ça y est, c'est fini. Voilà. Et c'est tout payé. Ça, c'est pour vous. En fait, il y a de l'eau qui n'arrive pas souvent, mais on est obligé de payer. Parce qu'on nous a promis qu'ils vont bien refaire la conduite. Voilà. En attendant les promesses, on est obligé de payer, sinon on nous prélève sur nos comptes bancaires. Sa facture d'eau, Luc est obligé de la payer. Difficile à admettre quand on sait que dès que des fortes pluies se produisent, Luc en profite pour faire des stocks d'eau. Une situation qu'il connaît trop bien. Il n'y a plus d'eau. Le barrage est bouché, les cuves ne fonctionnent plus. Ce barrage a été construit dans les années 60. L'entretien est en principe assuré par la mairie. Mais aujourd'hui, c'est Kevin, un habitant de la tribu de Tiwaka, qui s'en charge. Il vient vérifier que rien ne freine le parcours de l'eau vers le bassin. C'est bouché par les cailloux, toutes les branches. Voilà. On est obligé d'enlever.
Pour s'assurer une meilleure adduction en eau, les habitants de Tiwaka s'impliquent. Ils ont créé un comité l'an dernier avec des représentants de la tribu qui suivent toutes les réunions sur la question, notamment avec la mairie. Toujours dans notre feuilleton sur l'eau, on donne cette fois-ci la parole aux agriculteurs. Leur bête noire, c'est la chasseresse. À Point-Bout, ils attendent avec impatience la construction d'un barrage. On en parle avec l'invité du jour, Frédéric Perdria, le président de l'association des utilisateurs de l'eau agricole de Point-Bout, interrogé par Aurélie Chiron. Frédéric Perdria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association des utilisateurs d'eau agricole à Point-Bout. Donc vous êtes vous-même agriculteur, donc vous êtes perçu par l'opinion publique pour être les plus gros consommateurs d'eau. Alors quelle est la réalité du terrain? Est-ce que vous êtes effectivement des grands consommateurs d'eau? En réalité, c'est parce que les gens, quand ils passent, ils voient l'eau d'irrigation par les enrouleurs et par les pivots. Mais en réalité, lorsque l'on mesure les quantités consommées, on s'aperçoit qu'on est à égalité 1 100 000 m3 pour l'AEP et 1 100 000 m3 pour l'eau agricole, l'irrigation agricole. D'accord. Donc on sait qu'il y aura un barrage qui va se construire bientôt dans la vallée de Point-Bout. Alors quelles sont vos attentes, vous, agriculteurs, concernant ce barrage? Alors concernant ce barrage, je pense que c'est une nécessité si nous voulons progresser dans l'installation des populations, mais si nous voulons simultanément faire le développement agricole et s'inscrire dans une démarche où nous allons répondre aux besoins alimentaires de la Nouvelle-Calédonie. Donc Frédéric Perdria, je vous propose de regarder tout de suite ce reportage réalisé hier par nos équipes à la rencontre d'un agriculteur du coin. Je suis passé faire une relève des sondes tensiométriques installées il y a une dizaine de jours. Ouais. Donc là, les valeurs relevées, pour le moment, t'es tranquille pour encore une dizaine de jours. Comme chaque semaine, Olivier accueille un technicien chargé de contrôler sa consommation en eau. Cette fois-ci, pas besoin d'arroser. Le champ est assez humide. Bonne nouvelle pour Olivier, toujours préoccupé par la ressource en eau. On irrigue à raison en moyenne tous les 10 jours. Et c'est en fonction des pluies qui arrivent entre-temps et des relevés potentiométriques qu'on a pu voir avec le technicien qui nous suit. L'eau vient de la rivière de Point-Bout. Un barrage anti-sel a été construit en aval. Aujourd'hui, les agriculteurs s'inquiètent de la baisse du niveau de la rivière car il pleut de moins en moins. La solution, un barrage en amont qui permettra de réguler la ressource en eau. Par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui, il nous faut vraiment ce gros barrage en amont pour garantir un écoulement de l'eau, une constance dans cet écoulement tout le long de l'année. Si ce projet est perçu par l'État et les agriculteurs comme indispensable, il intéresse aussi les coutumiers. Ce barrage, il doit être la réponse au problème à la fois de l'urbanisation et puis du développement économique. Parce que, donc au-delà des problèmes fonciers, de gestion de foncier, que ce soit coutumière ou privée, c'est toutes les surfaces qui sont susceptibles d'être exploitées dans la vallée de Point-Bout qu'il faut considérer dans la réflexion de cet ouvrage, pour que le dimensionnement ne soit pas minimisé. Ce nouveau barrage pourrait être implanté dans la vallée de Point-Bout. 4 sites sont pressentis. Aucun calendrier pour l'instant n'a été annoncé. Donc Frédéric, on vient de voir dans ce sujet que les agriculteurs attendent beaucoup de ce barrage pour mieux gérer en fait leur consommation en eau. Justement, par rapport à cette question, est-ce que ce barrage va vous permettre à vous, agriculteurs, de développer la filière ? Je pense que oui. Donc actuellement, nous sommes inscrits dans un seul cycle de culture, les grandes cultures, céréales. Quand nous aurons le barrage, nous pourrons faire 2 cycles de culture, mais n'oublions pas que nous voulons aussi développer les terres coutumières et nous avons un potentiel entre les terres coutumières et le privé d'environ 4 000 hectares. Donc vous voulez vous développer, mais est-ce que justement vous n'avez pas peur que ce développement vous pousse à une consommation abusive de cette eau ? Je pense qu'avec les services de la collectivité, maintenant, des sondes sont installées dans les champs pour mesurer le taux d'humidité du sol, plus les pluviomètres. Donc nous, ce que nous voulons, c'est apporter à la plante ce qui est nécessaire et suffisant, pas plus, de peur d'être en sur-irrigation ou en sous-irrigation.
Merci Frédéric Perdrea pour cet entretien. Merci. On enchaîne avec la revue de presse internationale. Oui ou non à l'Europe? C'est ce soir le vote sur le Brexit. Les Anglais sont appelés à s'exprimer pour ou contre une sortie de l'Union européenne. Dans le Pacifique, les pays du Commonwealth s'inquiètent. Ils restent économiquement très liés à l'ancienne colonie britannique. Pour l'Australie, l'Angleterre reste une porte d'entrée vers l'Europe. Les relations commerciales entre les deux pays pèsent près de 800 milliards de nos francs. En Nouvelle-Zélande, les touristes britanniques représentent à eux seuls plus de 90 000 arrivées pour le seul mois d'avril. Vu du Pacifique, la sortie de l'Angleterre de l'UE entraînerait de nouvelles négociations sur l'ensemble des accords commerciaux. On enchaîne avec du sport, avec les valeurs olympiques au cœur de l'éducation. 12 classes de CE1 de Pointe-Boute à Ouégoua se sont donné rendez-vous au stade municipal de Koumak pour participer à des ateliers placés sous le signe de l'amitié, le respect et l'excellence. Un reportage d'Océane Zobler. Du rugby, du basket ou encore du relais, autant de disciplines proposées aux élèves par le Comité provincial olympique et sportif Nord en l'honneur des prochains Jeux olympiques de Rio. Ici, si l'on joue pour le respect, l'amitié et l'excellence, on découvre surtout de nouveaux sports. Le Brésil, est-ce que vous êtes là? Oui! Les deux équipes, est-ce que vous êtes là? Oui! Vous avez vu, il y a des petits sortes de fusées au sol, c'est des vortex. Voilà. Alors c'est pas compliqué, regardez, je vais démontrer. Là je suis là, regardez ce que je fais. Aujourd'hui j'ai préparé des ateliers de motricité, de course, de lancer de vortex, qui permettra aussi de découvrir la discipline et de faire en sorte pour surtout que cet après-midi s'éclate. C'est plus de 150 enfants de classe de CE1 qui se sont déplacés pour l'occasion. Venant des écoles de Pointe-Boute à Ouégoua, ils ont travaillé les valeurs de l'olympisme en classe avant de venir au stade. On a vu ce que c'était les Jeux olympiques, on a vu aussi plus large les différentes compétitions qu'il peut y avoir dans le monde, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Cet événement est organisé chaque année qui précède les Jeux à Koumak, mais également dans différentes communes du pays. Une quinzaine d'animateurs sportifs ont animé 8 ateliers. Le sport est aujourd'hui dans tous ses états. Tout le monde est prêt? Oui! Roulement de tambour. Le sport, c'est de la compétition, mais c'est aussi prendre soin de sa santé. Ok, vous avez les aliments constructeurs, vous avez vu ça en classe? Les aliments constructeurs, vous avez les aliments, les poissons, les œufs. Ça sert à grandir et aussi pour les Afin de s'hydrater toute la journée, les enfants ont eu notamment droit à des gourdes qu'ils pourront ramener chez eux. Alors si ces jeunes Calédoniens n'ont pas encore l'âge de participer aux Jeux Olympiques, Frédéric Hérin, lui, a des chances de s'envoler pour Rio. Le champion de France 2012 de saut en longueur participe aux qualifications ce dimanche à Angers. Après avoir arrêté 4 ans la compétition, il espère donc signer son retour dans de bonnes conditions physiques. On l'écoute. La reprise était vraiment compliquée. Donc j'ai dû travailler énormément ma singularité que l'impulsion. C'est ma force, c'est mon atout. Et avec mon entraîneur Paul Pagnivois, donc on a réglé mes défauts, quoi. Mais bon, quand j'en prends quelque chose, je suis vraiment déterminé. Et je me suis battu chaque jour, même si c'était compliqué, même si j'avais mal aux muscles et tout. Je me suis battu chaque jour pour revenir à un niveau correct. Donc voilà, j'ai profiné encore aujourd'hui ma course d'élan. Et là, je me sens parfaitement bien. C'est l'heure de retrouver le Web du Pacifique préparé par Prosper Poigou et Stéphanie Marlier. C'est l'heure de retrouver tout de suite le Web du Pacifique préparé par Prosper Poigou et Stéphanie Marlier. Today, we formally recognize what Larrakia people have always known. Aujourd'hui, nous reconnaissons officiellement ce que le peuple Larrakia a toujours su. C'est avec ces mots que Malcolm Turnbull, le Premier ministre australien, a remis aux aborigènes les titres de propriété de la région de Kenbi.
50 000 hectares de terre sont ainsi restitués au peuple originel après 37 ans de revendications. À 21 ans, Boyan Slat, fondateur du projet The Ocean Cleanup, le nettoyage de l'océan, a dévoilé hier son premier prototype visant à rassembler des milliers de tonnes de déchets plastiques dans les océans. Il s'agit d'une barrière de 100 mètres de long constituée de flotteurs allongés et de filets capturant les objets flottants. Une invention utile quand on sait que l'océan Pacifique, à lui seul, contiendrait au moins 750 000 débris par kilomètre carré. Le spot de Teahupo'o à Tahiti était l'endroit où il fallait être en début de semaine. Les conditions étaient parfaites et les rouleaux ont fait le bonheur des surfeurs. La preuve en images. Et on termine cette édition avec un mot sur l'Euro de football 2016 et notamment avec les affiches de 8e de finale. France-Irlande, c'est dimanche à minuit sur NCTV. Ce matin, l'Irlande s'est imposée 1-0 contre l'Italie, but de Robbie Brady. France-Irlande, c'est dimanche à minuit. Voici les autres affiches de ces 8e de finale. Suisse-Pologne. Pays de Galles, Irlande du Nord, Croatie, Portugal, Allemagne, Slovaquie, Hongrie, Belgique, Espagne, Italie, une belle affiche. Et Angleterre, Islande, la surprise de ces 8e de finale. France-Italie, encore une fois, je le répète, c'est dimanche à minuit sur NCTV. Rediffusion à 19h20 lundi. Et puis, je vous propose, en attendant ce 8e de finale, dimanche soir à minuit, de regarder notre case documentaire Anuru Amboro. L'histoire se passe en Italie, dans la ville de Palerme. Alors, vos documentaires s'intitulent Le Palais des Aigles. Voilà, et j'espère que vous avez demandé à votre prévenu, du moins votre patron, que lundi matin, vous allez arriver en retard au travail pour pouvoir suivre ce 8e de finale France-Irlande, dimanche soir à minuit sur NCTV. Moi aussi, je vais prévenir mon parent en ce qui me concerne, pas mes parents, mais mon patron, que je vais arriver en retard lundi matin. On me dit à l'oreillette qu'il est hors de question. Donc, on se retrouve en tout cas lundi soir à 19h20 pour la rediffusion du match. Et puis aussi pour la case des sports. Lundi, on fera le débrief sur une probable victoire des Bleus. Merci de m'avoir suivi. Bonne soirée à tous et à lundi.